Merci beaucoup. Merci Marc Fontcalfe pour cet exposé éclairant et puis pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis de formation ingénieur, mais un ingénieur qui a fait beaucoup de terrain, donc, en France et à l'étranger, en Europe essentiellement, sur les questions de mobilité, d'infrastructure, de systèmes de transport, de développement de systèmes d'innovation, donc en lien avec des acteurs publics, des acteurs privés, pas mal aussi à la Commission européenne sur les questions d'accès à la donnée notamment. J'ai été 6 ans responsable adjoint à la mobilité urbaine à la métropole de Lyon et depuis 7 ans, je m'occupe de 2 think tanks en indépendant et puis je suis à mi-temps chez Transdev où je conseille Thierry Mallet, le président de Transdev, sur les questions de mobilité. Voilà, j'ai aussi été 13 ans élu local dans le périurbain lyonnais et dont quelques années en communauté de communes. Donc j'allais dire, j'ai vu un spectre un petit peu assez large de toutes ces questions-là, en partant du terrain et depuis l'an 2000 en fait, je me suis mis à travailler avec des universitaires pour relire ma pratique. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi ça marche? Parce que parfois ça marche, on ne sait pas pourquoi. Et puis parfois ça ne marche pas et on aimerait bien comprendre pourquoi. Donc voilà, j'essaie de faire des liens entre le monde du terrain, donc les opérationnels, le monde de la science, les scientifiques, et le monde de la décision. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui nous manque. Alors je vous ai mis mon propos, c'est le carbone, l'équité et l'efficience. Pourquoi? Parce qu'une société ne se résume pas au carbone. Et on le voit bien aujourd'hui, je sais bien que ça devient quasi religieux. C'est effectivement quand vous décrétez que Dieu est mort, qu'en 2008, la cupidité du monde financier capitaliste a éclaté au grand jour et a fait beaucoup de mal, j'allais dire, à l'idéal libéral économique. La science maintenant est attaquée, puisqu'on parle de faits alternatifs, ce qui est un oxymore, on va dire. Et donc, quand il ne reste plus grand-chose, les gens ont besoin de croire en quelque chose, et donc ça se reporte aujourd'hui sur l'environnement, mais qui devient hélas une passion un peu négative, avec un lot d'interdictions et de normes, comme rarement on en a connu. Donc on est passé d'un extrême. En 68, c'était vivre sans temps mort et jouir sans entrave, à aujourd'hui une société d'une normativité qui est juste effrayante et qui conduit donc à une réaction opposée, c'est bien ce que l'on voit. Donc une société ne se résume pas au carbone, et si on veut décarboner nos économies, nos sociétés, la question de l'équité est évidemment indispensable dans les sociétés démocratiques. Et le dernier point, parce qu'on est en France et qu'on l'oublie tout le temps, la question de l'efficience. L'efficience, donc j'ai mis un euro, c'est l'usage de nos ressources rares, diraient les économistes, qu'on appelle un bien commun, les ressources publiques rares. Donc c'est un peu cette équation à résoudre. Alors certains pessimistes disent que c'est impossible, je pense que non, on peut y arriver, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, la décarbonation a commencé, n'en déplaise à quelques-uns. Donc vous avez ici les évolutions des émissions en France, donc elles ont baissé de 20% depuis 1990, ça a commencé à baisser partout sauf dans les transports. Sauf dans les transports, qui est le seul, vous voyez, ça a un peu augmenté. Et pour l'usage de la voiture, on émet aujourd'hui à peu près autant de millions de tonnes de CO2 que ce qu'on émettait en 1990. Alors en empreinte, c'est-à-dire en intégrant non pas uniquement ce qui est produit en termes de CO2 sur notre territoire, mais aussi ce qu'on importe, le bilan import-export des émissions, ça a aussi baissé. Donc on a une décorrélation du PIB et de l'empreinte et des émissions de carbone. Donc ça fait effectivement beaucoup de mal à ceux qui pensaient abattre le système socio-économique français en espérant que la décarbonation, le réchauffement climatique y arriverait, mais hélas, ce n'est pas le cas. Enfin, en tout cas, heureusement pour nous, on a bien cette décorrélation qui se met en place. Alors, les 30% d'émissions de transport dont a parlé Marc Fontcalfe, ils se décomposent comme ça. Vous avez 16% sur la voiture, donc des émissions nationales, à peu près 11 à 12%, on va dire, pour le fret. Autres, c'est un peu de tout, c'est les transports publics. Et puis l'avion, c'est 0,8% sur les émissions nationales. Voilà, 0,8%, 20 fois moins que la voiture, 80% des articles de journaux. Mais le vrai sujet, c'est quand même bien la voiture qui nous intéresse. Alors, vous avez Aurélien Bigot qui a fait une thèse très intéressante pour analyser l'évolution dans les transports des émissions. Et donc, vous avez en échelle de droite les parts modales voyageurs en kilomètres, pas en nombre. Quand vous résorbez en nombre, vous mettez sur le même niveau
un déplacement de 100 mètres pour acheter son pain avec un déplacement de 30 km pour aller travailler. Alors évidemment, d'un point de vue carbone, ce n'est pas du tout la même chose. Donc il faut parler en voyageurs kilomètres. Donc tous les chiffres sur les parts modales qu'on entend sont souvent, c'est une approximation, on va dire, assez énorme de la réalité. Donc vous voyez que la part modale de la voiture, elle est passée de 83% à 80% en une vingtaine d'années. Et puis on voit bien la décroissance des modes actifs. Le ferroviaire s'est cassé la figure aussi et il s'est redressé pour être stable à 10%, et puis bus et car qui est à 5%. L'avion a fait x3. Il a fait x3 parce qu'il s'est démocratisé comme la voiture. Donc la voiture a beaucoup augmenté après les années 60 parce qu'avant c'était un produit de luxe, c'est devenu un produit pour tout le monde. Et l'avion, c'est pareil. Toutes les classes sociales prennent l'avion, y compris les premiers déciles de revenus. Il faut l'avoir en tête. Et donc en 2007, au Grenelle de l'environnement, voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, on a mis pas mal de milliards sur le sujet, 125 très exactement en 20 ans, dans les transports publics, dans les TGV, dans les transports en commun urbains, dans les TER. On a eu 3% de baisse de part modale kilométrique de la voiture. Donc à Bercy, les gens vous disent, les transports publics, c'est un machin qui coûte très très cher et qui est particulièrement inefficace. Voilà, je travaille à mi-temps dans le secteur des transports publics. Je n'ai pas d'ADN transport public, donc quand je dis ça, ça ne fait pas toujours plaisir à mes collègues. Mais on peut comprendre que des gens à Bercy se disent ça. Et puis, on a un objectif de 55% de baisse des émissions de GES dans 7 ans. Donc vous voyez l'Himalaya qui se dresse devant nous, puisqu'il va falloir faire en 7 ans 20 fois ce qu'on a fait en 20. Donc voilà, on peut s'interroger sur l'objectif, peut-être que ça prendra plus de temps, mais une fois de plus, le diable est dans les détails et il va falloir comprendre tout ça. Alors quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Vous avez ici la part modale, c'est là, voilà, la part modale kilométrique de la voiture dans tous les pays de l'Union européenne. Donc vous voyez que c'est à peu près 80%. Tout le monde est à peu près dans le même bateau sur cette histoire-là. Ceux qui ont la part modale kilométrique la plus faible, ce sont ceux qui utilisent le plus le car. Voilà, petit point d'attention. Ce n'est pas ceux qui utilisent le plus le train, c'est ceux qui utilisent le plus le car. Voilà. Alors, on a des solutions évidentes face à ce problème. Comment en sortir ? Alors, voilà, je vous en ai mis quelques-unes. On pourrait passer des heures là-dessus. Mais on ne va pas passer des heures parce que ce n'est pas intéressant, mais quand même. 15% des ménages n'ont pas de voiture, donc c'est possible de s'en passer. Ça, c'était sur France Inter récemment, avec le titre d'une émission « La voiture, une drogue dure ». Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une généralisation excessive. J'ai un sac de 100 haricots, 15 sont blancs, donc les 85 autres sont blancs. Voilà, c'est ce qui est exprimé ici. Ça a l'apparence du raisonnement, mais c'est une erreur grossière de raisonnement. Et la vraie question, c'est qui sont ces 15% des ménages et est-ce que c'est généralisable à d'autres catégories de la population. Et on emploie un langage de toxicomane sur l'usage de la voiture. C'est un langage parisien. Voilà. Les Parisiens utilisent le moins la voiture en France, 60% des Parisiens n'ont pas de voiture. Est-ce que c'est parce que les Parisiens sont plus vertueux ou une conscience écologique supérieure que les autres ? Non, évidemment, ils ont le meilleur système de transport en commun du monde que les autres n'ont pas. Et donc, comme on est des gens rationnels, on prend ce qui est le plus pratique. Moi, je vais très souvent à Paris, je n'habite pas Paris, mais je n'ai pas besoin de voiture à Paris, puisqu'il y a un métro tous les 300 mètres, je n'ai aucun problème. Alors, l'autre truc, on en reparlera, des transports gratuits égale moins de voitures, ça paraît comme une évidence, c'est une fausse évidence, je vous montrerai. Ça aussi, 50% des déplacements en voiture sont inférieurs à 3 km, c'est une aberration culturelle. Vous voyez, là aussi, les gens font des choses stupides, mais les gens, c'est toujours les autres, hein. C'est jamais soi. Les gens font des choses stupides, et quand vous raisonnez comme ça, il va falloir éduquer les gens. Vous voyez ? Donc on commence à rentrer dans des modes de raisonnement qui dévient un petit peu simplement du principe démocratique, et puis de considérer que les autres soient moins intelligents que soi, c'est quand même un petit souci. Et là, l'erreur majeure, pour le coup, c'est qu'un déplacement est défini par son motif. Je pars de chez moi, comme je suis un bon papa, je pose mes enfants à l'école, je fais 2 km, j'enchaîne pour aller au travail, je fais 15 km. Le soir, je rentre, je fais des courses, parce que je déteste perdre du temps, et je reviens chez moi. Ça fait 4 déplacements. Donc vous voyez ici, 50% des déplacements, rien que sur cette chaîne-là, sont effectivement inférieurs à 2 km. Mais celui-là n'existe que parce qu'il y a celui-là derrière. Voilà. Et quand vous regardez les déplacements en voiture qui ne sont pas enchaînés sur différents motifs, c'est 7% des déplacements qui sont inférieurs à 3 km. Donc, voilà, on a des a priori implicites, les gens font des choses irrationnelles, et qu'en fait, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, on se dit c'est la culture. Voilà.
Donc ça, c'est Marie Tondelier, au mois de mai dernier, qui dit on a un problème de rapport à la bagnole dans ce pays. Vous voyez, quand on ne comprend pas, on dit c'est la culture. Et puis, le président de la République lui répond en septembre, à la voiture, moi je l'adore. Voilà, donc on a à choisir, si vous voulez, entre deux camps, les pros ou les antis. Voilà, c'est ou ça, ou ça. Voilà, c'est le binarisme français. Il y a les dominants, il y a les dominés. Il y a les pauvres, il y a les riches. Voilà, entre les deux, il n'y a rien. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Je cite juste cette phrase de Bernard Shaw, prix Nobel de littérature, qui disait qu'à tout problème complexe, il existe une solution simple, et il ajoutait simple et fausse. Voilà. Donc on est typiquement, voilà, la mobilité, ça nous concerne tous en fait, et c'est un problème de société parce que ça nous concerne tous et que on ne se déplace pas pour se déplacer, on se déplace simplement pour vivre, c'est-à-dire aller travailler, aller étudier, se soigner, se nourrir, se divertir, se rencontrer comme on le fait ce matin dans ce beau lieu. Voilà, un peu d'histoire. Vous avez ici l'évolution du PIB de la France de 1800 à 2020, et donc vous voyez qu'on a multiplié par rapport même à la guerre, hein, on a multiplié par 5 les revenus par rapport à la sortie de la guerre, et par 10 depuis le début du XXe siècle, et ça a conduit à une espérance de vie qui était à 60 ans en 1945, donc autant vous dire que le débat sur les retraites en 1965, il n'y en avait pas, parce qu'il fallait vivre, et vivre intensément, parce que vous mouriez très jeune. Voilà. C'est pour ça que dans tous les films des années 60, ils ont tous la clope au bec, et ils boivent beaucoup, parce qu'il y avait une intensité, une urgence à vivre. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a gagné une vingtaine d'années d'espérance de vie, et ça, c'est la mortalité infantile. En 1945, en France, la mortalité infantile, c'était celle de l'Afghanistan aujourd'hui. On a changé de monde. On a changé de monde. Et ça transparaissait dans les propos de Marc Fontcave. Donc, on a multiplié par 4 le temps libre et par 10 les revenus. La ressource rare, c'est le temps. C'est le temps. Voilà pourquoi on veut des chargeurs rapides. Voilà pourquoi on veut des chargeurs rapides. On n'a pas envie de passer des heures à charger. Voilà. Et voilà pourquoi il va falloir qu'on gère des ressources communes, rares, ce qu'on appelle des biens communs, des ressources publiques rares, et notamment l'énergie. Voilà. Donc il y aura un débat entre je ne veux pas perdre de temps, moi, mais j'ai une ressource publique commune qu'il va falloir partager. Voilà. Alors, vous avez ici l'évolution des kilomètres parcourus, donc toujours pareil, c'est données CGDD aux sources Aurélien Bigot. Donc, au début du siècle, on faisait 4 km par jour. Voilà, on était tous des fermiers, on restait dans nos fermes, on mourait très jeune, la vie n'était pas vraiment sympa. Hein. Il y en a qui proposent de revenir. Revenir à la terre, c'était pas une vie très agréable, c'était une vie dure, de labeur et de maladie aussi, et de pauvreté. Et puis aujourd'hui, on fait grosso modo 40 km par jour hors avion, et donc on a complètement changé de monde. C'est cette multiplication des opportunités, et vous avez une multiplication donc par 10 des distances parcourues comme des revenus, parce que les vitesses ont été multipliées par 10 grâce à la voiture. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais vous proposer différentes clés de lecture. La clé de lecture des ingénieurs, c'est la fameuse courbe débit-vitesse. Donc plus la vitesse augmente, plus le débit augmente, et le but d'un ingénieur, c'est d'optimiser les tuyaux. Donc on va essayer de faire passer un maximum de monde sur une voie, un train, un transport public. Mais par contre, sur une voie routière, quand la vitesse augmente au bout d'un moment, le débit diminue. C'est la circulation en accordéon. Et donc vous voyez, c'est là où il faut de la régulation. Parce que vous dites à des individus, si tu veux arriver plus tôt, il va falloir rouler moins vite. Donc vous voyez qu'on est individuellement rationnel, mais quand vous utilisez une ressource commune rare, s'il n'y a pas de régulation commune, eh ben on est sous-optimal. Et donc c'est ce qui s'appelle la régulation des biens communs. Et donc ça suppose effectivement de réduire un peu la vitesse pour passer de là à là et revenir à un optimum. Vous avez la voiture, donc vous voyez, on est à peu près à 1200 personnes par heure par voie en moyenne en ville, 3000 sur autoroute. Le vélo est à peu près, en termes d'occupation de l'espace public, est à peu près pareil. Et vous voyez qu'un RER, c'est 34 000 personnes, un métro, etc. Dit autrement, rue de Rivoli, le RER A, c'est 1,5 million de voyageurs par jour. Imaginez 1,5 million de vélos sur la rue de Rivoli. Vous voyez, ça ne fonctionnerait pas. Les villes ont absolument besoin de transport public pour fonctionner, parce que la ressource rare dans une ville, c'est l'espace public. Et c'est vraiment la chose qu'il faut réguler. Alors, les urbanistes ou
les sociologues vous disent que la mobilité, donc ça c'est Jean-Marc Hoffner, c'est un système de transport, délocalisation notamment le domicile et travail et des activités, et que la ville c'est des flux, des formes urbaines, des interactions sociales. Alors la différence entre une ville et un village, c'est que dans une ville personne ne se connaît, et donc c'est la liberté. Vous n'êtes pas assigné à, vous n'êtes pas le fils ou la fille de, vous ne serez pas destiné à faire comme votre papa ou votre maman. Donc vous avez une forme de liberté et une maximisation des opportunités. Et ce qui vous permet de maximiser les opportunités dans une ville, c'est la vitesse. On souhaite, parce que le temps étant la ressource rare, il va falloir qu'on optimise au maximum nos opportunités, et ce qui explique aussi que la plus grande pauvreté se retrouve dans les villes, quels que soient d'ailleurs les pays, que ce soit les pays développés ou les pays en développement ou du tiers-monde, c'est parce qu'on estime que c'est dans les villes qu'on aura le plus de chances de s'en sortir, parce qu'évidemment, on aura le plus d'opportunités économiques ou d'autres, ou de rencontres. Voilà. Pourquoi les divorces ont explosé? Parce que dans les villes, on a beaucoup plus de choix. Dans un village, c'est un peu plus compliqué, si vous voulez. Voilà. L'apport des villes, donc, c'est effectivement l'effet d'agglomération, et l'inconvénient, c'est la congestion. J'en reviens à la ressource rare qu'est l'espace public. Et donc, la ville, ça va être un compromis entre la densité, donc vous voyez, on a toujours les débats, est-ce qu'il faut construire des tours, ou l'étalement, c'est-à-dire la vitesse. C'est-à-dire qu'il va falloir accéder plus vite au centre des villes. Et c'est pour ça qu'avec la vitesse, les villes s'étalent aussi. Sinon, vous êtes la ville du quart d'heure, c'est la ville du Moyen-Âge. Si vous voulez, comme on fait 4 km par jour, les villes sont petites. Voilà. Et donc, la ville, c'est aussi le lieu de la compétition pour l'espace. Chacun veut sa voie réservée. Pour le logement, on le voit bien, à Paris notamment, et puis pour les bureaux. Alors, la troisième grille de lecture, c'est celle des économistes. Ils regardent les acteurs, leur intérêt à agir, leur objectif, et les ressources rares. Alors, ça, c'est un point vraiment important, c'est que l'acteur public, son objectif n'est pas de supprimer la voiture. Ça, c'est une vision extrêmement réductrice de centre urbain. C'est vraiment d'assurer l'accessibilité des territoires, c'est-à-dire permettre à des gens de se déplacer à des coûts et dans des délais raisonnables pour travailler, étudier, etc. Et donc, c'est vraiment leur objectif. L'usager, lui, il a deux contraintes, c'est le temps et l'argent. Et puis, la ressource publique rare, c'est les biens communs. Donc, ça, c'est l'affaire de l'acteur public. Il y a le quota d'émissions de CO2 pour rester en dessous d'1,5 degré. Vous avez l'espace public en ville et les fonds publics. Cela, on l'oublie en France. Voilà. C'est une ressource rare. Ce qui est mis sur un projet ne sera pas disponible pour un autre. Et donc, on va être obligé de faire des choix. Et ça, c'est compliqué. On aimerait bien faire plaisir à tout le monde, mais ce n'est pas possible, puisqu'on a quelques contraintes. Et donc, l'objectif de la politique de mobilité, si vous voulez, si on sort des discours militants qui se focalisent sur un moyen en oubliant l'objectif, ce n'est pas d'être pour ou contre la voiture, pour ou contre le vélo, c'est de permettre aux gens de se déplacer en minimisant l'impact sur les biens communs, c'est-à-dire espace public, fonds publics et quotas d'émissions, avec des modèles économiques pérennes, puisque ceux qui sont là, s'ils n'ont pas de modèle économique pérenne, ils meurent. Donc voilà, c'est ça en fait l'équation qui finalement à résoudre. Alors voilà, moi j'ai été en charge des mobilités, et puis j'avais une équipe qui déployait des pistes cyclables, et puis un jour il y a des gens qui sont venus nous voir en disant ça serait bien d'avoir des pistes cyclables pour ceux qui font du vélo, mais vite. Je suis un grand cycliste, ce qui est le plus embêtant pour un cycliste, c'est les autres cyclistes. Ils vont jamais assez vite. Voilà. Ça ne va jamais assez vite. Vous avez un carrefour qui est de l'autre côté du pont Charles de Gaulle, quand vous êtes entre Gare de Lyon et Paris-Austerlitz. Il est génial ce carrefour. Moi, j'y passe tous les lundis matins. Et tous les lundis matins, les cyclistes insultent les piétons. Parce que ce carrefour est mal foutu, et donc on ne sait jamais quand est-ce qu'on doit traverser. Mais c'est. Voilà. Donc vous voyez, un cycliste n'est pas différent d'un automobiliste. La ressource rare, c'est le temps. On déteste en perdre, et ceux qui nous en font perdre, ils nous énervent. Voilà. Donc, c'est ça. Et effectivement, vous connaissez cette image, l'espace nécessaire pour transporter 50 personnes, 50 voitures, 50 cyclistes et un bus, que la voiture soit thermique, électrique, autonome, elle consommera, si elle est toujours individuelle, le même espace. Et donc, on aura sans doute, c'est un scénario probable, des bouchons de voitures propres demain ou après-demain. Et ça ne posera pas forcément trop de problèmes, puisque finalement, ceux qui perdent du temps, c'est vous et moi. Et c'était en tout cas jusqu'ici parfaitement accepté. Alors, la grille de lecture des géographes et des historiens est celle-ci. Vous avez ici, sur cette carte, l'évolution de l'emploi
en jaune-orange, vous créez de l'emploi, et en bleu, vous en détruisez. Donc on voit bien ce qui s'est passé. Alors les Malthusiens et d'autres disent, ben voilà, les méchantes métropoles ont pris de l'emploi aux gentilles villes moyennes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'on avait pas mal d'industries dans ce pays. Et à partir du premier choc pétrolier en 1975, on a décidé d'augmenter les taxes pour financer l'impact sur la consommation de ce choc pétrolier. Et ces taxes, on les a d'abord fait porter sur les entreprises. Donc on a chargé la barque. On est le seul pays dans l'Union européenne à avoir divisé par 2 le poids de notre industrie. On a perdu 2 à 3 millions d'emplois. Tout ça est parfaitement documenté depuis très longtemps. J'invite à lire le dernier bouquin de Nicolas Dufour sur le sujet, mais avant lui, il y avait Eli Cohen sur ces questions-là. Et l'économie de l'innovation, elle, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de minerais, ce qui est faux d'ailleurs, on va en avoir. On a des minerais, il va falloir qu'on ouvre des mines. Mais aujourd'hui, tant que vous n'avez pas de minerais, pas de manœuvre bon marché, eh ben, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Ça s'appelle l'innovation. Et alors là, j'ai un scoop, c'est que les chercheurs et les ingénieurs ne se localisent pas dans le Cantal, mais ils sont dans les villes. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ça se passe dans les villes, en fait. Voilà. Sauf que notre base arrière industrielle, elle n'est pas en France, elle est au Maghreb ou en Chine. Voilà. Une voiture sur 4 de marque française est fabriquée en France, une sur 2 en Allemagne. Donc ça explique un peu tout ce bleu et cet orange. Alors vous voyez aussi que ce n'est pas parce que vous êtes une métropole que vous en sortez bien. Rouen ou Nice ont des difficultés également en termes de création d'emplois, mais ça c'est d'autres. Et puis vous voyez que Bayonne s'en sort super bien, parce que Bayonne a des gens nettement mieux formés qu'ailleurs, donc il y a d'autres critères qui expliquent tout ça. Le blocage foncier en couronne, donc attractivité très forte des villes. L'État dit l'étalement urbain c'est mal, donc on va limiter l'étalement urbain, donc on impose une limitation de l'étalement urbain en couronne des villes, et puis vous avez aussi des maires du périurbain qui voient arriver dans les années 70-80 des gens de la ville qui se disent « moi je vais profiter de la ville et de la campagne, avec un accès à la ville assuré en voiture ». Ils se trouvent super bien, ils sont très bien accueillis parce que les agriculteurs leur vendent 100 € des terrains qui en valent 1, donc évidemment c'est très agréable, mais ils deviennent de plus en plus importants, ils prennent le pouvoir et ils disent il faut garder l'esprit village. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils referment la porte derrière eux, on élit des maires qui bloquent le foncier, ça s'appelle l'économie de la rente, vous faites monter artificiellement par la rareté artificielle donc, les prix des maisons et des logements, et donc les gens ne peuvent pas trouver plus près un logement, ils vont le chercher plus loin. Donc typiquement, le blocage foncier en couronne, qu'il ait été voulu par les maires ou imposé par l'État, a conduit à augmenter l'étalement urbain. Et on a une multiplication par 3 des prix de l'immobilier en 20 centres. Ça a conduit à ceci. Vous avez l'aire urbaine de Lyon. L'aire urbaine, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle aggloméré. Donc en blanc, vous habitez, vous travaillez dans la même commune. En rouge, vous faites 50 km. Vous avez ça sur Paris, sur Toulouse, sur toutes les agglos de France. On a eu une augmentation des distances avec une périurbanisation très importante. Donc, les 2/3 de l'accroissement de la population dans les aires urbaines se fait en dehors de l'agglomération, c'est encore le cas. Et vous avez à peu près 1/4 à 1/3 des emplois des agglomérations qui sont occupés par des gens qui n'y habitent pas. Ça fait 200 000 personnes sur Lyon, 100 000 sur Bordeaux. Et comme notre système TER n'a pas accompagné cette évolution, qui a été lente, eh ben, tout ça se fait en voiture. Voilà. Donc les problèmes de comportement, si vous voulez, moi ça me laisse un peu de marbre, parce que tant que vous n'aurez pas d'alternative, on pourra en parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'alternative. Donc ici, vous avez les navettes domicile-travail en France. Donc vous voyez qu'on a extrêmement bien relié Paris aux métropoles régionales, notamment par le TGV, pour ne pas dire essentiellement par le TGV. Vous avez ceci sur Lyon, et tout ça, sur Lyon, se fait essentiellement en voiture, puisqu'on a un système TER. J'ai 200 000 navetteurs en heure de pointe, j'ai 35 000 places dans les TER à Lyon. Voilà. Donc ils sont blindés, ils sont totalement chargés. Voilà, vous avez un écart de 1 à 6 entre l'offre et la demande, donc ce n'est pas un problème de comportement et ce n'est pas un problème de gratuité. Vous pouvez rendre gratuit un truc qui n'existe pas, ça ne changera absolument rien à la situation, voire au contraire, ça va l'aggraver. Alors ça, c'est une autre traduction de ça. Vous avez la répartition donc, sur les aires urbaines par taille d'aire urbaine et puis la commune-centre, la banlieue, le périurbain. Donc vous voyez que 7% des habitants des Français ne sont pas polarisés économiquement, c'est-à-dire par le travail sur une ville. 93% sont polarisés économiquement sur une ville et que 50% de la population habite en fait dans des environnements ruraux. Voilà.
Paris, 3%. Et puis, hors Paris, qui est un monde à part, pour un habitant dans la commune centre, j'en ai 2 autres dans le périurbain. Donc, vous voyez tous les flux, ce qui explique ceci. Vous croisez cette donnée-là avec les kilomètres annuels en voiture par ménage, et donc vous voyez que dans les grandes agglomérations, on est à 8500 km, et dans le périurbain, de ces mêmes grandes agglomérations, vous êtes plutôt à 18 000. Donc, quand les 8% qui sont ici, là, demandent en 2018 et l'obtiennent l'alignement du diesel sur le prix de l'essence, ils sont peu concernés parce qu'ils font peu de kilomètres en voiture et que leur mobilité est essentiellement assurée par les transports publics, financés, enfin subventionnés à 75%. Par contre, ça impacte 50% de la population qui, eux, font 18 000. Ça les énerve un peu, en fait, et ça les a même beaucoup énervés. C'est ce qui explique la crise des Gilets jaunes en 2018. C'est cet alignement du diesel sur le prix de l'essence, plus d'autres mesures, mais celle-là était majeure, puisqu'elle faisait une perte de pouvoir d'achat qui était quand même assez significative, et un sentiment d'agression. Alors vous avez ici un travail qui a été mené, qu'on a mené à Transdev, en regardant les données numériques massives de téléphonie mobile, et je vous mets, on a simplement regardé le nombre de flux depuis le périurbain vers les agglomérations, pour les plus grandes agglomérations françaises, comparé à l'offre dans les TER. Voilà. Vous avez aujourd'hui une place de TER pour 5,69 personnes. L'offre est pratiquement 6 fois inférieure à la demande. Alors regardez ici, là vous êtes plutôt dans des ratios entre 10 et 20. Voilà. Donc le maire de Montpellier serait nettement mieux inspiré de ne pas faire la gratuité, mais de mettre de l'argent pour financer les centaines de milliers de voitures qui rentrent dans sa ville depuis l'extérieur. Voilà pourquoi la gratuité est un non-sens complet. Ça va dégrader votre capacité à financer plus d'offres. Votre problème, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. C'est d'abord un problème d'offre. Voilà, donc du coup, comment sont localisées nos émissions? Je reprends mes 16%. Vous en avez 5% sur la longue distance, au-delà de 100 km, et puis vous en avez à peu près autant sur les liens agglomération périurbain. 5% des émissions de la France. Voilà, vous voyez que les premières couronnes, c'est 1%, au sein du périurbain, c'est 3%, et en urbaine, c'est 2%. Voilà. Les villes-centres, c'est 0,2%, 25 fois moins, 80% des articles de journaux. On ne parle que de ça. On parle de la mobilité à Paris, alors que le problème, il est résolu, quoi. Voilà. Vous avez 15% de part kilométrique à Paris en voiture, dont les 2 tiers sont faits par des non-parisiens. Le vrai problème, c'est les flux centre-périphérie, en tout cas en dehors de l'agglomération parisienne. Voilà, donc on avait un consensus qui avait été établi, puisqu'on a quand même banni la voiture depuis les années 80 avec les tramways des centres-villes. Donc vous avez la place Vendôme, ici les quais du Rhône à Lyon, ça se passe de commentaires. Donc finalement, on a sorti la voiture des centres-villes, qu'on a rendu plus agréable, et puis l'accès depuis l'extérieur se faisait essentiellement en voiture. On perdait tous du temps, alors pas les Parisiens, mais en tout cas les provinciaux, du temps pour accéder à la ville. Il y avait un consensus, une espèce de péage temporel, si vous voulez, un péage urbain temporel, qui se faisait comme ça, sauf que le carbone vient tout mettre ça par terre en disant « ce n'est plus possible ». Voilà, c'est l'essentiel des émissions, ce n'est plus possible, il va falloir qu'on change, et c'est bien le problème. Il va falloir qu'on change, et vite. En fait, la question, c'est celle du rythme. C'est celle aussi que Marc Fontcave a finalement exposé, c'est qu'on veut aller très vite, peut-être trop vite, par rapport à ce que la société est en mesure d'accepter. Il va falloir vraiment que j'accélère. Donc l'enjeu des inégalités, donc, je rappelle, c'est la deuxième partie de l'équation. La mobilité, c'est un des principaux moyens d'égalisation des niveaux de vie, d'absorption des disparités économiques territoriales. Ça permet de trouver un logement en adéquation avec mes besoins. Ça permet aussi de trouver un job. Oui, donc on sait que quand on augmente la mobilité des personnes, eh ben, on augmente aussi leur capacité à trouver un job, et c'est quand même important. Donc réduire la mobilité, ça peut aussi faire porter un risque important pour des publics fragiles. Il faut faire attention à ça. Une société ne se résume pas qu'au carbone. Donc je vais, ça je vous l'ai déjà montré, je vais passer. Vous avez ici la courbe des revenus moyens, disponibles moyens, donc c'est revenus moins impôts plus aide sociale en France, donc les données INSEE. Donc vous voyez que la médiane est à 2 500 €. On est à 1 200 sur le premier décile, mais ça comprend aussi des étudiants qui sont rattachés aux foyers fiscaux des parents. Et puis vous avez le dernier décile qui est à 5 300. Donc si vous voulez, la société française est une immense société de classe moyenne. Voilà. Il n'y a pas 90% de pauvres et 10% de riches. Vous voyez, le monde dominant, dominé, riche, pauvre, ce n'est pas du tout binaire comme ça. Et donc, c'est bien l'enjeu. Les inégalités, je vais passer un peu vite, mais donc elles sont mesurées de manière ponctuelle. On va regarder les 10% les plus riches sur les 10% les moins riches. Donc vous voyez que finalement, ça a
ici, c'est cet indice-là, l'échelle de gauche. Ça a baissé dans les années 75 et puis aujourd'hui c'est assez stable en fait depuis 1985. On est à un écart de 1 à 3,5 entre le dernier décile et le premier. Et l'indice de Gini, ça mesure les inégalités sur l'ensemble de la distribution des salaires. Donc plus vous êtes proche de 1, plus vous êtes inégalitaire, plus vous êtes proche de 0, plus vous êtes égalitaire. Et donc vous voyez que pareil, ça a finalement peu bougé, ça a baissé, puis finalement ça a assez peu bougé sur le sujet. Alors ça peut choquer, puisque les inégalités ont été réduites et sont stables. Je mets évidemment des slides de Thomas Piketty qui dit exactement la même chose dans ses travaux, mais pas à la radio, bizarrement. Donc vous voyez ici la stagnation de la part des 10% les plus riches en France, et ça c'est aux États-Unis. Donc on voit que la France et les États-Unis, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Et on voit aussi pareil la part des 10% les plus riches, les classes moyennes et le middle 40%. Voilà, donc il y a des choses qui se stabilisent. Par contre, géographiquement, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc l'indice de Gini, les inégalités globales, en bleu, vous voyez qu'elles sont, ici c'est très faible, et vous voyez les taches rouges où elles sont très fortes, en ville évidemment, parce que c'est là où il y a la plus grande richesse et la plus grande pauvreté, mais également ici, là vous avez la plus grande pauvreté et la plus grande pauvreté. Ici ou ici. On a des taux de pauvreté et de chômage qui sont énormes dans ces régions-là. Vous pouvez plaquer la carte du vote populiste, elle est assez proche de cette carte-là. Donc c'est quand même un vrai souci, un vrai enjeu. Pour les mobilités, en fait, on se rend compte quand vous rapportez à chaque décile de revenus quelles sont les distances parcourues, les plus riches font 12% des kilomètres, les 10% les plus riches font 12% des kilomètres, etc. Il n'y a pas tellement de différence. La décarbonation des mobilités, ça va concerner tout le monde. Voilà. Pas les plus riches, tout le monde. Et c'est bien pour ça que c'est compliqué, c'est bien pour ça que c'est un enjeu de société. Il va falloir embarquer les sociétés. Alors ça, c'est un type de choses qu'il ne faut pas faire. Donc les zones à faible émission, donc vous voyez ici la localisation des critères 4 et 5 qui sont les voitures les plus polluantes parce que les plus anciennes. Donc vous voyez ici la Seine-Saint-Denis, et vous voyez ici les revenus les plus faibles, la Seine-Saint-Denis. Donc en fait, on est quand même dans un registre d'interdiction que les politiques adorent. J'interdis, je vous protège, et ensuite, derrière l'interdiction, vient la subvention. Je vous subventionne, je vous aide. Donc ça place le politique au centre. La question, est-ce que c'est juste et est-ce que c'est efficace? Ça, c'est une vraie question. Ce n'est pas toujours le cas. On le voit bien avec les ZFE. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont décalées dans le temps, parce que c'est socialement inacceptable. On ne peut pas interdire l'accès à la ville à des gens sous prétexte qu'ils n'ont pas le revenu suffisant pour acheter une voiture neuve. Donc ici, vous avez les dépenses mensuelles pour la voiture, tout compris, assurance, achat, consommation, entretien. Regardez, c'est en bleu, les 3 premiers déciles de revenus sont à 200 €. Vous voyez, donc la voiture, pourquoi elle est très utilisée? Pas parce qu'il y a une industrie automobile, parce que c'est quelque chose qui vous permet d'aller partout, tout le temps, à des vitesses assez élevées et à des coûts bas. 85% des gens en France achètent des voitures d'occasion. Voilà. Donc, quand vous faites une ZFE, vous demandez à ceux qui sont là d'avoir le standard de vie de ceux qui sont là. Voilà, c'est pas possible, évidemment. Donc, du coup, on les décale. Et moi, la vraie question, c'est comment, après les Gilets jaunes, on a pu pondre une mesure aussi peu sensée. Je pense que c'est ça qu'il faudrait étudier. Voilà. Donc, c'est bien la difficulté, c'est que la voiture, c'est quelque chose qui est super pratique, super efficace et super économique, y compris pour les ménages. Et donc, sauf évidemment pour ceux qui n'en ont pas. Et les 15% qui n'en ont pas, c'est qui? C'est des urbains. C'est des gens qui sont pauvres, mais qui se localisent surtout en ville. La pauvreté se localise surtout en ville. Et des étudiants qui sont évidemment en ville et pas à la campagne. Voilà. En périurbain, 5 à 6% des ménages n'ont pas de voiture. On comprend pourquoi. Voilà. Je vais passer ici, mais c'était juste pour vous dire qu'on a quand même une spécialisation sociale plus marquée des territoires, qui est beaucoup plus marquée. Les 4, c'est 20% de la population française. À Paris, c'est 50%. À Lyon, c'est 35%. À Strasbourg, c'est 35%. Il y a juste Marseille qui est en fait dans la norme, voilà, qui est à 20%. Marseille, on a l'image d'une ville pauvre. Non, c'est juste une ville normale, en fait. Il y a 20% de cadres comme ailleurs. La normalité, c'est la concentration de cadres en ville. Et pourquoi les cadres prennent plus les transports en commun? Parce qu'ils habitent là où il y en a. Parce qu'ils habitent là où les loyers sont chers, parce qu'ils habitent là où ils peuvent. Vous avez ici la taille des ménages suivant la localisation. Je vous ai mis Lyon et Paris, donc en jaune et puis en bleu ici, vous avez des ménages de 1 à 2 personnes. Donc on a non seulement des territoires qui se spécialisent socialement, mais qui en plus, en termes de taille de ménage,
se spécialisent aussi. Les familles désertent les centres-villes. Et ça, c'est un vrai problème en termes de politique, puisque vous pouvez faire des politiques de plus en plus ciblées, de moins en moins universelles, de plus en plus clientélistes. Et c'est un vrai sujet de cohésion sociétale. Voilà, je vous ai mis ici la crise du logement dont on parle. Ici, vous avez aux États-Unis et au Royaume-Uni la part des jeunes qui habitent avec leurs parents ou qui vivent de manière indépendante. Vous voyez que ça a été divisé par 2 dans un sens, multiplié par 2 dans l'autre. Pourquoi les jeunes sont de plus en plus chez leurs parents ou en colocation? Le logement. Le logement. Pourquoi la natalité baisse? Je pense qu'il y a aussi un impact du logement. Compliqué de fonder une famille s'ils ne pouvaient pas habiter ensemble, quoi, à des coûts raisonnables. Donc les contraintes sont quand même plus fortes de ce point de vue-là, ça interroge fortement. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut des villes accessibles ou des cités interdites? C'est quand même un vrai sujet de société aujourd'hui. La ville n'appartient pas qu'à ceux qui résident, elle appartient à tous ceux qui la vivent, y compris ceux qui viennent de l'extérieur, et ils sont fort nombreux. Pour 2 millions d'habitants, de résidents à Paris, si on comptabilise en équivalent temps plein tous ceux qui y passent du temps, vous êtes à 3,7 millions. Il y a pratiquement un rapport de 1 à 2 en équivalent temps plein entre les résidents et ceux qui viennent à Paris, comme moi, par exemple, qui passent 3 jours cette semaine, qui viennent régulièrement pour le travail, pour le tourisme, pour voir des amis. Voilà, donc Hervé Lebras, géographe, excellent bouquin, Se sentir mal dans une France qui va bien. L'usage de la voiture, c'est surtout le fait des ouvriers, agriculteurs, paysans, pour qui elle est indispensable, à l'inverse des professions intellectuelles se situant surtout dans les grandes villes. La tâche du politique, c'est de rétablir la circulation entre périphérie, campagne, grande ville, CSP, génération. Vous voyez, c'est un vaste programme politique. Alors, on va passer aux solutions. Pour baisser les émissions, on a 3 moyens. Les émissions unitaires, les kilomètres parcourus et le taux de remplissage. Donc, les émissions unitaires, j'en parlerai pas, ça sera le véhicule électrique. Marc en a très bien parlé. Et la question des kilomètres parcourus, ça va être surtout l'urbanisme et le report modal pour les taux de remplissage de la voiture vers les transports en commun. Donc vous voyez que s'il faut baisser de 55% et qu'on estime qu'on aura une baisse de 20% d'ici 2030 du véhicule électrique, ça veut dire que les 2 autres termes de l'équation doivent faire 44% pour atteindre moins 55% d'émissions. C'est pas gagné. Alors, l'impact de la gestion communale de l'urbanisme sur la mobilité, mes étudiants à Sciences Po, je leur avais fait travailler sur les cartes de densité. Vous avez ici l'aire urbaine de Lyon, donc toujours mes communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans la ville-centre. Vous avez ici la carte de densité, donc en rouge très dense, en jaune peu dense. Et vous avez l'aire urbaine d'Oslo. Donc le problème, ce n'est pas l'étalement urbain, si vous voulez. Le problème, c'est la manière dont on le fait. Ici, on l'a fait de manière éparpillée. Là, on a concentré ça autour des actes de transport. Voilà. La différence entre ça et ça, ici, j'ai 10 communes, là, j'en ai 520. Voilà. C'est un problème de gouvernance territoriale. On gère à une échelle communale qui a sa logique, mais qui, d'un point de vue mobilité, n'est absolument pas à l'échelle aujourd'hui du monde. Quand vous faites 40 km par jour, l'échelle communale n'est plus adaptée pour la mobilité, et d'ailleurs pour d'autres domaines aussi. Donc il va falloir qu'on repense l'urbanisme si on veut réduire les distances. Ça prendra du temps, mais il faut le faire. Donc il faut distinguer 2 échelles. Une proximité géographique pour les déplacements courts du quotidien. Donc aller à l'école, se nourrir, se soigner pour les soins basiques, on va dire. Et donc ça, il faut privilégier la marche et le vélo, et donc une proximité géographique. Ça s'appelle la ville du quart d'heure. Elle existe déjà pour la plupart des gens. Et puis, pour les déplacements longs du quotidien, le domicile-travail, c'est la moitié des kilomètres parcourus au quotidien, le domicile-travail, la moitié. 17 kilomètres de moyenne par jour, donc 34 avec l'aller-retour. Et donc là, il faudra une proximité temporelle avec des transports en commun rapides pour faire baisser l'usage de la voiture. Et donc, si on veut baisser les émissions, il faudra d'abord faire baisser l'usage de la voiture sur les liens centre-périphérie. Voilà, donc c'est la métropole de la demi-heure qui reste à inventer. Alors, dans le registre des évidences, plus de vélos, moins de voitures. Donc ça, vous avez ici la répartition des kilomètres par classe de distance. Donc 76% des kilomètres parcourus au quotidien sont le fait de trajets de plus de 10 km, c'est-à-dire 20 km en aller-retour. C'est pour ça que le vélo seul, je vous le dis, n'aura que peu d'impact sur la décarbonation des mobilités. Voilà. Vous voyez, le militantisme et la science, ça ne fait pas bon ménage. Le militant, il confond l'objectif et le moyen. Voilà. Le moyen, c'est de faire baisser l'usage, enfin l'objectif, c'est de faire baisser l'usage de la voiture. Le moyen, ce n'est pas forcément le vélo. Le vélo serait beaucoup plus inspiré s'il était
conjugué avec les transports publics. Je vais vous le dire pour les Parisiens ou les gens d'Île-de-France qui sont ici, dans les gares du Grand Paris Express, si on mettait des parkings vélos sécurisés de 1000 à 2000 places, on multiplierait par 16 la population qui pourrait accéder à ces gares. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on est à une accessibilité à pied à 15 minutes, si je suis à 15 minutes, c'est 4 km en vélo, la surface est le carré de la distance, on a des densités à peu près homogènes, vous multipliez par 16 la population. C'est ça qu'il faut faire, pas des RER vélo. Voilà. Imaginez que les gens vont faire 40 ou 20 km par jour. Voilà, on transpose au vélo la capacité des transports en commun de la voiture. Le vélo, c'est très bien, mais ça ne permet pas de faire de grandes distances au quotidien. Et j'ai fait beaucoup de vélo. Voilà. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. Donc il faut avoir ça en tête. Je vais passer là-dessus, vous aurez ces slides. Alors par contre, sur le transport en commun, on sait, vous avez ici la corrélation entre la part des transports en commun et la part de la voiture sur les trajets domicile-travail sur 52 agglos. La corrélation est exceptionnelle à 0,95, c'est-à-dire que là, on a une corrélation très très forte. Des transports en commun efficaces, ça fait baisser l'usage de la voiture sur le domicile-travail parce que ce sont des déplacements longs. Voilà. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, si je reviens à ma répartition des émissions, au sein du périurbain, je suis dans des zones peu denses. Le transport public n'a pas de raison d'être, parce que sa raison d'être, c'est d'être fréquenté, sinon il coûte très très cher. Donc la voiture électrique, c'est excellent. En première couronne, ça sera vélo plus transport en commun, et sur les liens centre-périphérie, ça sera voiture, peut-être vélo, mais surtout voiture, si possible électrique, parc relais avec transport en commun, car ou train. Voilà. Et donc la question, c'est le financement. Il faudra qu'on multiplie par 3 l'offre de transport public sur les déplacements périphérie-centre, par 40 l'offre de parc relais. En Ile-de-France, vous avez 3 millions de voitures en circulation, j'ai 30 000 places dans les parcs relais. Donc vous voyez le gap, si vous voulez laisser votre voiture, il y a peu de chances que vous trouviez une place dans un parc relais. Donc on a quand même, et alors, en province, je ne vous raconte même pas, les écarts sont gigantesques, on a très très peu de parcs relais parce qu'on a très peu de coordination. Donc il faut multiplier par 3 l'offre de transport public, et la question c'est comment financer. Donc là j'en viens maintenant à la question du financement et de l'efficience. Alors aujourd'hui, premier constat, quand vous ramenez au passager kilomètre, d'après les comptes transport de la nation, l'usage des transports en commun, que ce soit TER ou transport en commun urbain, TCU c'est transport en commun urbain, coûte 50% plus cher que la voiture. Donc ça c'est un truc, voilà. Donc vous dites ça, effectivement, c'est très étonnant. Alors je vais quand même, une fois de plus, il faut regarder dans le détail. Quand vous êtes sur du domicile-travail ou en semaine, c'est l'inverse. C'est même mieux que l'inverse, puisque le car express, le tram, le métro, le RER Petite Couronne ou à Paris coûtent 2 à 3 fois moins cher que l'usage de la voiture. Pourquoi? Parce que là, les transports en commun sont très fréquentés, et là, la voiture est moins fréquentée. Donc, on a une efficacité, on peut se rassurer, des transports en commun urbains. Mais pourquoi ça coûte aussi cher en moyenne? Parce que d'abord, on déploie des transports en commun là où on ne devrait pas en déployer, parce qu'il n'y a pas assez de monde, tout simplement. Un transport en commun n'a de sens que s'il est utilisé. Donc ça, c'est les documents de l'autorité de régulation des transports. Le taux de remplissage des TER, c'est 27%. Ça monte depuis un an ou deux. Et le coût moyen d'un usager de TER, c'est 10 000 €. Pourquoi? Non seulement on fait rouler des trains qui sont peu vides, mais vous voyez qu'ici, vers les agglomérations, ils sont très saturés, mais ailleurs, en bleu, on est à des taux de remplissage de 5 à 20%. Vous avez ici la comparaison Allemagne-France. L'Allemagne fait rouler 4 fois plus de trains que nous pour un budget un peu moins, 2 fois inférieur. Donc le train kilomètre en Allemagne, ça coûte 2 fois moins cher qu'en France. L'Allemagne met en concurrence depuis 30 ans sa compagnie nationale, la Deutsche Bahn. La Deutsche Bahn a des coûts 2 fois moins élevés que la SNCF, parce que la Deutsche Bahn est en concurrence. Donc un monopole prend ses aises et il fait financer son monopole au détriment de la collectivité. C'est exactement ce qui se passe en France. Si on veut plus de trains, il faudra plus de concurrence pour faire baisser les coûts. Et sur les premiers appels d'offres qui sont sortis, la SNCF en a gagné la plupart, elle a divisé ses coûts d'exploitation des trains par 2. Voilà. Donc ça... On en a sous la pédale, c'est une bonne nouvelle, on a de la marge pour être beaucoup plus efficient. Vous avez ici un autre indicateur qui est la subvention publique par voyage en transport en commun. Regardez la courbe bleue. Vous avez ici, en 1995, on était à 75 centimes de déficit par voyage, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un prenait un métro, un train, un bus
la collectivité payait 75 centimes. En 2015, on est à 1,70 et je crois qu'en 2019, on est à une moyenne de 1,90 avec ici le détail suivant la taille des villes. Vous voyez que Lyon est la seule agglomération qui a fait baisser Strasbourg, qui aujourd'hui est à 36 centimes. Donc on a des écarts phénoménaux entre Lyon et le reste, des métropoles et agglomérations françaises. Pourquoi? Alors Lyon est une ville plus dense, mais aussi Lyon, depuis plus de 20 ans, a décidé d'augmenter régulièrement le prix de ses tarifs de 1 à 2% de plus que l'inflation, ce qui n'a pas fait baisser l'usage des transports publics, parce que ça leur a permis d'avoir des finances solides, très solides, qui leur a permis d'investir dans beaucoup plus de tramways, de métros, etc. Et donc, quand vous avez une offre de transport qui est beaucoup plus efficace, les gens la prennent. Voilà. Et quand vous faites du tramway, en plus, vous embêtez la voiture, puisque vous lui prenez de la place, et donc les temps de parcours en voiture augmentent, et ceux des transports en commun diminuent. Donc, on a un double effet ciseau, et c'est pour ça qu'on a un taux d'usage de la voiture sur la métropole de Lyon, en tout cas sur Lyon-Villeurbanne, qui est extrêmement faible, assez comparable à celui de Paris, ce qui est une performance, parce qu'on a des finances solides, le contraire de la gratuité. Voilà. Et donc voilà, vous avez ici l'évolution de la part de l'usager dans le coût de ces transports en commun. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'usager paye le quart du coût des transports publics. Voilà. Il n'y a pas un pays au monde qui fait autant porter sur les budgets publics les déplacements en transport public. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il faudra beaucoup plus de transport public demain, donc il va falloir qu'on trouve des financements. Voilà. Alors, pour en sortir, premier axe, économiser. Donc si je mets en concurrence les TER et les transports en commun en Île-de-France, vous faites 4 à 7 milliards d'euros annuels d'économie. C'est à peu près ce qui manque pour financer le développement des transports publics. Donc déjà, la mise en concurrence, ça peut résoudre beaucoup de sujets. C'est ce que font toutes les métropoles de province depuis 20 ans sans aucune difficulté. À Paris, apparemment, ça pose des problèmes insurmontables. Mais non, en fait, ça se passe partout ailleurs et ça se passe très très bien. Optimiser les réseaux de transport en commun. Donc, il faut faire rouler des cars remplis plutôt que des trains diesel peu remplis. J'explique. Un car, ça coûte 3,50 € au kilomètre. Un train, 35, comme on l'a vu, donc 10 fois moins cher. Pour un train par heure, je peux mettre 10 cars, un toutes les 6 minutes, à coût équivalent. Évidemment, on ne va pas mettre un quart toutes les 6 minutes, mais si j'en mettais un tous les quarts d'heure, quand j'ai peu de personnes à transporter, c'est évidemment une solution et on peut faire de sacrées économies ici. On a aussi un problème de lignes de bus sur les transports en commun urbains qui sont trop peu fréquentées, notamment en terminus, en tout cas sur les débuts et fins de ligne. Pourquoi ? On a intégré dans les périmètres de transport urbain des communes très peu peuplées, et comme on est sur des systèmes communaux, chaque maire a voulu avoir sa ligne de bus, même s'il n'y a pas assez de monde, et du coup personne ne la prend. Ça coûte très cher, et on a des transports en commun qui sont avec des bus qui roulent à vide, quasiment à vide, sur des portions non négligeables. On aurait mieux fait d'avoir des lignes plus courtes, avec des fréquences plus élevées, et des parcs relais vélo-voiture, qui soient bien organisés, notamment des parcs relais vélos sécurisés, c'est-à-dire que vous retrouvez votre vélo le soir quand vous rentrez. Voilà, je vous ai mis ici le seuil où le transport en commun devient plus avantageux en émissions de gaz à effet de serre. Donc le quart, c'est 7, un TER diesel, 40% des TER roulent au diesel. En dessous de 40 personnes, un diesel, ça émet plus que 40 voitures. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Et il y en a un paquet. Et puis ici, c'est en euros. Donc il faut 140 personnes dans un TER au coût de la SNCF, qui deviennent plus avantageux en euros par rapport aux voitures pour la société. Quand vous mettez en concurrence, ça tombe à 90. Donc en fait, on fait rouler des trains souvent trop vides. L'objectif, ce n'est pas de faire rouler des trains, c'est de déplacer des gens, tout simplement. Et on voit bien sur des liaisons sur lesquelles on a à la fois du train et du car, les gens prennent le car. Pourquoi ? Parce que c'est fiable. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants à chercher le soir ou des engagements, vous êtes sûr de rentrer à l'heure, ce qui n'est pas vraiment le cas des TER pour ceux qui les pratiquent. Vous avez des questions de fréquence, mais c'est un peu moins confortable, c'est vrai. Voilà, donc retrouver des capacités de financement. Si on remontait un ratio de recettes des tickets sur les dépenses d'exploitation, donc aujourd'hui on est à peu près à 25% à 50%, on dégagerait 5 milliards par an. Alors là-dessus, il ne s'agit pas d'avoir une augmentation uniforme de tous les tarifs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un usager occasionnel, aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de la clientèle, il paye aussi cher que sa voiture. Donc vous avez ici les coûts entre un abonné et un occasionnel.
Donc un abonné paye 5 centimes versus 22 centimes pour la voiture, et l'occasionnel paye 25 centimes versus 22 centimes. C'est à peu près pareil sur les TER. Donc en fait, quand vous êtes un occasionnel, vous êtes la vache à lait du transport public, vous êtes assez nombreux, vous faites peu de trajets, mais vous rapportez beaucoup. Le problème, c'est que quand vous êtes... voilà, le monde du travail a changé depuis qu'on a introduit cette distinction occasionnel-abonné, c'était en 1975. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont multi-contrats, il y a des horaires décalés, il y a des gens qui sont indépendants. Enfin, tous ces gens-là, l'abonnement n'est pas forcément intéressant ni accessible pour eux. Donc, ils voyagent en occasionnel. Qu'est-ce qui se passe? S'ils ont une voiture, ils la prennent. S'ils n'en ont pas, ils fraudent. La fraude n'est pas un sport national. Les gens qui fraudent le font souvent pour des questions de revenus, en tout cas de coûts du transport par rapport à leurs revenus. Et peut-être qu'on pourrait avoir une tarification en fonction de l'usage et des revenus qui serait un peu plus juste. Je vais le dire autrement. Ça, c'est Jean-Pierre Orfeuille de l'Université Paris 13 qui avait fait ce calcul. Quelqu'un qui a un ménage qui habite à Fontainebleau, qui va travailler tous les jours sur Paris, coûte 6 000 € d'argent public par an. Vous prenez la même distance, vous remontez au nord, vous voyez, c'est pas la même sociologie, vous êtes un peu au sud de Creil. Pareil, je pense que la personne de Fontainebleau peut payer un peu plus cher son transport, je crois que ça ne changera rien à son usage, et ça sera un peu plus équitable et un peu plus juste. Donc voilà, on peut faire une tarification en fonction de l'usage et des revenus, et l'idée c'est d'avoir plus occasionnel et un peu moins d'abonnés qui prennent souvent les transports en commun sur de trop courtes distances. Le véhicule électrique, il va faire baisser le coût de l'usage de la voiture. On va passer à 14 centimes, vous voyez, et donc on sera, pour le coup, bien moins cher que les occasionnels. Ça va venir sacrément perturber et percuter le modèle économique des transports publics. Et donc, il serait possible, il serait même souhaitable, puisqu'un véhicule électrique est plus lourd, il a des frictions plus fortes, il endommage plus la voirie. C'est pour ça qu'en Australie, certains États mettent des taxes sur le véhicule électrique au kilomètre. Ouais. Il serait souhaitable, pour des questions d'espace public aussi en ville, qu'on introduise une tarification de l'usage de la voiture dans les grandes agglomérations. Il va falloir qu'on y passe, de toute façon. La TICPE, c'est 32 milliards d'euros de revenus. Si 20% des véhicules sont électriques en 2030, alors ça fait quand même un sacré manque à gagner pour l'État, 4 à 5 milliards par an. Il va falloir qu'on trouve quelque chose, et ça sera sans doute des taxes au kilomètre. En tout cas, il va falloir qu'on internalise les impacts négatifs de l'usage de la voiture en ville. Et pour ça, ça s'appelle des péages urbains, mais il faut le faire de manière juste, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, une exemption des 2 premiers déciles de revenus, ce que vous ne pouvez pas faire avec une ZFE. Les mesures d'interdiction, c'est pour tout le monde. Et donc ça, on peut le faire, et puis vous affectez les recettes à un programme de mobilité défini, ce qui permettrait une plus forte acceptabilité. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment choisir entre les solutions de décarbonation, puisque finalement vous êtes un élu, vous avez le vélo qui vous dit c'est moi la solution, Transdev qui vous dit non, c'est moi la solution, et d'autres qui viennent vous vendre leurs services et leurs produits. Vous avez 2 critères en fait, vous avez la quantité d'émissions évitées, et vous avez le coût de la tonne de CO2 évitée. Comment est-ce qu'on dépense l'argent en maximisant les tonnes de CO2 évitées? Ça s'appelle le coût d'évitement. Et donc vous avez 4 possibilités, 4 cadrans. Vous avez des coûts faibles avec des forts passagers kilomètres en voiture évitée. Donc ça, c'est le TER des AOM, c'est-à-dire le TER après mise en concurrence. Vélo, voiture plus car express, ou les transports en commun urbains à forte fréquentation. Donc ça, c'est vraiment les choses à privilégier. Vous avez un deuxième secteur, vous avez des fortes quantités d'émissions évitées, mais avec des coûts de la tonne de CO2 évitée élevés, donc le TER SNCF. Donc là, il faut passer le jaune vers le vert avec la mise en concurrence. Et puis vous avez aussi des technologies qui ne sont pas encore matures. Il y a l'hydrogène, il y en aurait d'autres. L'hydrogène, je suis prudent sur la mobilité pour les raisons qu'a évoquées Marc, mais on peut imaginer d'autres technologies, et là on peut avoir des subventions de R&D pour accélérer et pour faire baisser le coût des technologies. En tout cas, ça a du sens. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ici, des coûts forts avec des faibles passagers kilomètres, donc des petites lignes TER diesel, c'est plus émetteur que la voiture. Mettez des cars ou achetez-leur des voitures neuves. Et quand on dit un coût moyen du TER à 10 000 € par voyageur par an, vous avez des lignes où c'est bien moins que ça, et des lignes où c'est beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, le double. Vous voyez, on dépense des sommes astronomiques pour des usages tout à fait déraisonnables. Et puis ce que j'appelle le pourquoi pas, le vélo modal, donc c'est sympathique, ça permet de désaturer les transports en commun urbains
donc ça c'est très bien, mais il faut surtout le conjuguer avec les transports publics pour qu'il ait sa pleine efficacité. Donc je vous donne quelques valeurs. Le véhicule électrique, France Stratégie vient de réestimer ça, on est à 600 € la tonne de CO2 évité. La Norvège est à 1400. Pourquoi la Norvège est très très forte sur le véhicule électrique? Parce qu'il la subventionne à mort. Voilà, vraiment, vraiment. Le train en France, donc vous écoutez le patron de la SNCF, il vous dit « Donnez-moi 100 milliards, je vous évite 100 millions », ça fait 1000 € la tonne. Alors, il y a des TER où on est bien en dessous et des TER où on est bien au-dessus, ça dépend des lignes. Les cars express, donc là, ça par contre, j'ai conduit une évaluation, on est à peu près à moins 90, moins 100 € la tonne, ça veut dire que les gains privés sont supérieurs aux coûts publics. Ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Le plan covoiturage État, donc on donne des subventions, 520 € pour 10 km, c'est quand même pas très efficace. Alors par contre, quand vous mettez des péages sur les autoroutes, vous multipliez par 4 le taux d'occupation, marginal d'occupation. C'est-à-dire que le taux d'occupation sur Lyon, sur les autoroutes payantes, il est de 1,16 en heure de pointe. Et sur les autoroutes gratuites, parce que j'en ai 4, 2 gratuites, 2 payantes, il est de 1,04. Donc si vous voulez faire monter le taux de covoiturage, rendez les autoroutes payantes, vous allez voir, ça va monter et ça coûtera nettement moins cher en subvention publique. Et puis, Yves Crozet, pour la blague sur la décroissance, en 2020, regardez les gains d'émissions de CO2 par rapport à la perte du PIB, vous êtes à 6500 € la tonne. Donc non seulement socialement, c'est quand même un problème, mais en plus, c'est économiquement particulièrement inefficace. Voilà, je n'aurai pas le temps, il est midi, sur la question de la gouvernance, donc je voulais juste vous montrer que ce n'était pas simple du tout, la gouvernance en France des mobilités. Ça, c'est la gouvernance des TER, vous voyez, ça c'est un schéma qui vient de la SNCF. Donc vous comprenez que les régions, en fait, ils sont quand même bien embêtés. Et puis, on a quand même aujourd'hui un vrai sujet en France, c'est qu'on a une gouvernance qui est déconnectée des bassins de vie, c'est-à-dire que là où on habite, où on travaille, ce qu'on appelle une aire urbaine, c'est un bassin de vie. Ça marchait au début du siècle quand on faisait 4 km par jour. Aujourd'hui, la taille des communes en France, c'est 4 km. Les diamètres, c'est 4 km. Sauf qu'aujourd'hui, on en fait 40. Donc, comme les communes ne sont pas à l'échelle, et j'ai été élu communal, qu'est-ce qu'on fait? On fait des établissements publics, des communautés de communes, si vous voulez. Mais comme elles ne sont toujours pas à l'échelle, on fait des syndicats de communautés de communes. Donc, vous voyez, poum, poum, on empile les couches. Vous avez 35 000 communes, 1250 communautés de communes, etc., et communautés d'agglos, et 9000 syndicats mixtes. Il est là, le millefeuille français. Il est là. Il n'est pas ailleurs, il est là. Il est vraiment là. Et dans les EPCI, syndicats mixtes, vous n'êtes pas élu au suffrage universel. Ces enjeux-là ne sont jamais débattus aux campagnes électorales, que ce soit de mobilité, d'aménagement, de logement, d'économie, etc. Ce sont les enjeux les plus importants. Donc, si vous voulez, on a un vrai sujet sur ces affaires-là. Et puis, les autorités qui gèrent les mobilités ne disposent pas des compétences voirie. Donc, quand vous voulez faire des voies réservées, ce n'est pas possible. Il faut discuter avec l'État, les concessionnaires autoroutiers ou les départements. Donc, ce n'est pas toujours extrêmement simple. Voilà, je vais passer parce que je n'ai plus le temps. On peut en parler. En termes de questions, j'en viens directement aux conclusions. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous voulez comprendre la mobilité, il va falloir s'intéresser aux personnes, aux moyens de transport, aux localisations, aux activités, et puis aux jeux d'acteurs entre acteurs publics et privés. Et donc, ce n'est pas uniquement une question de sciences de l'ingénieur, mais c'est aussi d'économie, de la psychologie, etc. Histoire, géographie, c'est un sujet qui est passionnant, ça concerne toute la société. Donc, je dis à tous les jeunes, les rares qui sont dans cette salle, j'ai des cheveux blancs, je ne me considère pas du tout comme jeune, venez bosser sur le sujet. Si vous voulez changer le monde, ce n'est pas en faisant de la morale, c'est en travaillant, c'est-à-dire en acquérant de la compétence. Et vraiment, on vous attend, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. La question, c'est vraiment celle de l'accessibilité aux emplois, aux aménités urbaines. On sait ce qu'il faut faire et où est-ce qu'il faut le faire, c'est vraiment les déplacements centre-périphérie des agglomérations. Il va falloir capter les flux automobiles très en amont des agglomérations. Voilà, la question, ce n'est pas uniquement celle du carbone, c'est évidemment la justice sociale et c'est évidemment l'efficience, donc les euros par tonne de CO2 évités. Et tout ça, si on veut en sortir, il va falloir qu'on vienne remettre en cause un certain nombre de nos croyances. Par exemple, celle-là, un système centralisé est souvent moins efficace qu'un système décentralisé. Bien souvent. Bien souvent. On a un peu de mal avec ça. L'intérêt général n'est pas toujours défendu par le niveau communal. Et on revient au pouvoir des maires aujourd'hui. Je pense qu'il faut garder un échelon de proximité, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les mairies ne sont plus du tout à l'échelle pour gérer tous ces enjeux-là.
l'économie n'est pas un jeu à somme nulle. Ce n'est pas parce que quelqu'un gagne que l'autre perd. Oui, donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut avoir en tête. Et si on veut faire bouger les affaires dans une démocratie, il faut responsabiliser les acteurs. Quelques citations, puisque c'est effectivement la mobilité, ça concerne la société. J'aime bien celle-là, c'est Raymond Aron qui vous dit ça. Voilà. Contre les maux de la civilisation industrielle, les croyances millénaristes et les ratiocinations conceptuelles ne serviront à rien. Je préfère l'expérience, le savoir et la modestie. François Pérou, on ne peut pas augmenter l'investissement et la consommation. Si on veut élever le niveau de vie des générations ultérieures, il faudra imposer un sacrifice aux consommations présentes. C'est juste évident. Si on veut décarboner l'économie, il faudra isoler nos maisons, changer nos chaudières, changer nos voitures. Tout cet argent, ce sera sans doute de l'argent en moins pour la consommation. Dit autrement, si on avait abordé le sujet des retraites sous cet angle-là, je pense que le débat aurait été d'une autre tenue. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour les générations futures et pas uniquement pour la consommation des générations présentes? Keynes qui disait ça, voilà, les politiques doivent faire des arbitrages entre l'efficacité, la liberté et l'équité. Alors les capitalistes ont échoué puisqu'ils ont privilégié la liberté et l'efficacité au détriment de l'équité, puis les communistes ont fait exactement l'inverse. Évidemment, il faudra conjuguer les trois dans une démocratie, parce que la liberté ne se négocie pas, la justice non plus en France, et donc il faudra être simplement plus efficace. Et enfin, je terminerai par Bergson. Voilà, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Je suis donc résolument optimiste. Merci.